Donc comme je disais, je suis enchanté de me présenter aujourd'hui devant vous. Je suis Sylvain Françoise Dalamas, le président et cofondateur de Alia Santé. À savoir que Alia Santé, c'est la troisième société d'intelligence artificielle en santé que j'ai cofondée. Et cette société, elle a une particularité, c'est qu'elle s'intéresse à une technologie qui est assez nouvelle, une technologie qu'on a mis en place pour répondre à des problématiques particulières du domaine de la santé. Alors, sachez que Alia Santé, comme son nom l'indique, est spécialisée en santé, mais aujourd'hui, la technologie que je vais vous présenter, elle est applicable sur tous les domaines. On a développé une technologie qui peut être utilisée par des sociétés qui sont dans l'environnement, dans l'agriculture, etc. Ok. Cette technologie, du coup, pourquoi on en est venu à la concevoir, à savoir qu'il y avait déjà de l'existant. Quel est l'existant en intelligence artificielle? Avant, on parlait d'augmentation de données par des techniques qui étaient très basiques. Par exemple, pour améliorer l'entraînement d'un modèle, CNN, donc détection sur des images, un traitement d'image, on faisait un swap, on tournait l'image. Et en tournant l'image, c'était comme si le modèle il voyait une nouvelle image. Vous voyez, c'était très basique. Mais ça permettait déjà d'avoir des petits leviers d'amélioration pour aller chercher les performances supplémentaires pour améliorer les modèles. Historiquement, j'ai travaillé, et je vais le reprendre en exemple, beaucoup sur des modèles de détection des maladies de peau. Avec Bell AI, on a conçu une suite de modules qui permettaient de détecter de manière précoce le cancer de la peau, le mélanome. Et donc, on avait vraiment besoin d'exactitude. En santé, en fait, la marge d'erreur, ça peut être considéré comme une marge où il y aura de la mort. Donc, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas minime. Donc, pourquoi on a créé la génération de données synthétiques? Je vais enfin vous le dire. C'est parce qu'en santé, il y a un phénomène particulier qui est que les données de santé sont cloisonnées. Elles sont difficiles d'accès. Ce qui empêche en fait l'essor de l'intelligence artificielle en santé, mais de manière drastique. Pourquoi elles sont cloisonnées ces données? C'est parce que en fait, elles contiennent de l'information personnelle. C'est très facile à comprendre. En fait, quand vous allez voir votre professionnel de santé, il capte de la donnée pour pouvoir vous soigner. Cette donnée, il ne peut pas l'utiliser à des fins de recherche. Et ça, c'est quand même dommage, parce qu'on se dit, autant c'est très bien qu'on protège nos informations personnelles, mais quand même, ça serait encore mieux si cette donnée-là, elle serait utilisée pour faire de la recherche et de la découverte en santé. Et bien aujourd'hui, on ne peut pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de concevoir ces modèles de génération. Alia Santé, ça existe depuis 2020 et depuis 2020, on s'est aperçu en fait à notre échelle que 80% des projets d'intelligence artificielle qu'on mettait en place n'aboutissaient pas à cause de l'accès à la donnée. Pourquoi? Parce que in fine, on n'avait pas de performance suffisante pour commercialiser le modèle, pour le faire réglementer, et donc du coup, le projet n'aboutissait pas. Et on a regardé ça à l'échelle mondiale, et en fait, on s'est rendu compte qu'à l'échelle mondiale, tout domaine confondu, c'est 85% des projets d'intelligence artificielle qui n'aboutissent pas à cause de la donnée. Donc il y a une problématique fondamentale, et je pense savoir que la salle est assez technique, donc vous avez dû, je pense, est-ce qu'il y a des data scientists dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main juste pour que je puisse un peu comprendre la typologie de la salle? Ok, super. Est-ce qu'il y a des étudiants de Epitech? Ok, super. Alors, l'enjeu en intelligence artificielle et ce pourquoi l'essor de l'IA est freiné par l'accès aux données, c'est parce que l'intelligence artificielle se base sur la compréhension des bases de données. Donc s'il n'y a pas de données, en fait, il n'y a pas d'IA. C'est très simple. Donc, ce qui a été mis en place, c'est les modèles de génération et donc de pouvoir en fait augmenter les données disponibles, mais aussi les libérer, c'est-à-dire régler la problématique de la donnée personnelle qui freine en fait le partage de la donnée. Donc qu'est-ce que la donnée synthétique? Première étape, on va définir qu'est-ce que c'est. Donc la donnée synthétique, ce sont des données, des ensembles de données qui sont générées artificiellement. Donc qui sont générées par le biais de réseaux de neurones. C'est ça la technologie qu'on porte. Nous, on a conçu des réseaux de neurones. Ces réseaux de neurones, en fait, ils vont comprendre les caractéristiques intrinsèques des bases de données réelles. Donc initialement, quand on parle de données synthétiques, il y a toujours à la base de la donnée réelle. Une base de données réelle qui est, et on a les moyens de pouvoir le vérifier, représentative d'une situation. Avec ces données réelles, on va entraîner les réseaux de neurones, et ces réseaux de neurones ils vont être en mesure de recréer une nouvelle donnée.
Et cette nouvelle donnée, on l'appellera donnée synthétique. J'espère que je suis clair, je vois vos visages, ça a l'air un peu pas clair, non? Ça va? Ça va. Ok, merci. Donc, qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que quand on fait cette génération de données synthétiques, on peut reproduire la base de données à l'identique sur son champ statistique, mais en plus de ça, on peut augmenter. C'est-à-dire, on peut passer de 100 données à 1000 données. Et là, en fait, ce qu'on va faire dans ce mécanisme-là, c'est augmenter la représentativité statistique. Donc on va pouvoir voir de nouvelles choses. Enfin, pas de nouvelles choses, justement. On va pouvoir mieux voir les choses existantes. Comment c'est utilisé? C'est utilisé par Alia Santé, en santé, pour pouvoir mettre en place des études cliniques virtuelles. Une étude clinique virtuelle, c'est une étude clinique normale où on va faire la validation d'un traitement, mais sur lequel potentiellement il n'y aura pas assez de patients recrutés. Par exemple, sur un projet de recherche qu'on mène, il y a 40 patients recrutés sur un seuil optimal statistique à 60 patients. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer 20 patients supplémentaires. Et ça va nous permettre de comprendre la situation avec 60 patients et d'atteindre le seuil optimal. Ça permet aussi de faire des simulations ou des tests d'outils quand on met en ligne une nouvelle plateforme ou autre. Et surtout, et c'est là où nous, ça nous intéressait le plus, puisque je suis peut-être allé un peu trop vite en besogne, je ne vous ai pas dit que Alia Santé, c'était une société composée de docteurs en mathématiques informatiques. On est spécialiste de l'intelligence artificielle et on a aussi un comité scientifique qui fédère des scientifiques issus du tissu académique français, plusieurs établissements, je ne vais pas vous en faire la liste. Et ensemble, on mène des travaux de recherche pour savoir comment mieux implémenter l'intelligence artificielle en santé. Et donc, ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est de comprendre comment on peut accélérer l'entraînement des modèles et comment on peut obtenir de meilleures performances avec ces modèles. Et donc, une valeur ajoutée importante, c'est l'amélioration et l'optimisation de ces modèles existants. Et enfin, la dernière partie, c'est l'anonymisation. Un axe majeur en santé, c'est protéger nos données personnelles de toutes les failles de sécurité. Alors, pour les data scientists, vous allez comprendre, et peut-être même que vous connaissez déjà la génération de données synthétiques. Si vous l'implémentez dans vos projets, un des premiers avantages, c'est l'optimisation que je mentionnais des modèles d'intelligence artificielle. Donc là, en fait, le mécanisme, il est simple à comprendre. Si vous augmentez le nombre de données, vous augmentez les informations statistiques, vous augmentez la compréhension du modèle vis-à-vis de la situation. Et ça, je vous présenterai autour de cas d'usage. C'est très simple à comprendre le mécanisme, mais il n'est pas très compliqué. Il faut juste comprendre qu'il y a des limites, c'est-à-dire qu'il y a une croyance qui dit que plus on a de données, meilleur sera le modèle. Attention, il y a une limite, et c'est une limite qui est aussi retrouvée quand on entraîne les LLM, par exemple, dans le monde des large language models. C'est une limite auquel ils ont été confrontés et sur laquelle on voit qu'il y a une faille à cette augmentation. Mais si l'augmentation elle est bien suivie, elle est bien orientée, elle est bien accompagnée avec la collecte de données réelles, là on atteint des performances beaucoup plus importantes, beaucoup plus rapidement. Ensuite, c'est l'accélération des projets. Donc là, c'est surtout en santé, c'est l'accélération de l'accès à la donnée. Comme je vous le disais, la donnée elle est cloisonnée. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient là où se trouve la donnée, dans des CHU, dans des instituts de recherche, etc. Et en fait, on génère de la donnée avec les bases de données existantes. Cette nouvelle base de données synthétique, en fait, elle n'est plus régie par le RGPD. Pourquoi? Parce qu'elle ne contient plus d'informations personnelles. Donc en fait, on peut la partager, on peut la commercialiser et on peut l'utiliser à diverses finalités de traitement. L'autre apport important de la génération de données synthétiques, c'est dans la réduction des biais existants. Alors, ce n'est pas un mécanisme qui va réduire le biais tout de suite. C'est un mécanisme qui, premièrement, permet de détecter le biais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va augmenter la représentativité statistique. Et donc, en fait, en augmentant ces signaux, on voit et on perçoit de nouvelles choses. Et ces choses-là, ça peut être des biais, ça peut être des déséquilibres entre des populations. Et en fait,
souvent on intervient pour améliorer la qualité de la base de données. C'est-à-dire que quand on étudie une population, enfin diverses populations justement, il peut y avoir des déséquilibres entre les populations. Bah, ce qu'on va faire, c'est intervenir sur une population pour l'augmenter et avoir une meilleure représentativité de celle-ci. Et de là, en fait, on équilibre l'entraînement du modèle. Parce que ce qu'il faut savoir, quand on conçoit un modèle d'intelligence artificielle en France, par exemple, mais qu'on souhaite le commercialiser aux États-Unis, c'est qu'il va avoir des performances très différentes d'un CHU en France à un hôpital aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la population qui va être concernée par le modèle, par la détection de fracture ou autre, bah, elle va présenter des typologies, des informations différentes. Et donc si le modèle n'a pas reçu déjà ces informations, bah, il ne sera pas en mesure d'avoir de bonnes performances. Et donc c'est pour ça qu'en utilisant la génération de données synthétiques, bah, on résout ces problématiques-là. Alors comment on les a utilisées, ces données synthétiques? Quelques exemples concrets. Donc on a travaillé beaucoup sur du diagnostic et de la prédiction, notamment de l'apparition de pathologies et de maladies. Ici, dans l'exemple 1, sur les maladies neurodégénératives. On a été amené, et je détaillerai sur la slide d'après, à travailler sur des images issues d'IRM qui présentaient des signes d'apparition précoce de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, du coup, on a augmenté cette base de données en mettant à côté en place un modèle de classification qui disait signe d'Alzheimer ou pas. Et ce qu'on a vu, c'est que le modèle de classification a grandement augmenté ses performances par l'intégration des données synthétiques. On met en place aussi des travaux de recherche. Je vous parlais tout à l'heure des études cliniques. C'est encore en cours de recherche. Pourquoi? Parce qu'il y a des aspects aussi réglementaires et éthiques à prendre en compte. Mais aujourd'hui, on travaille sur des publications scientifiques avec des laboratoires pour savoir quelles sont les limites de la création de patients synthétiques virtuels. Quel est l'apport? Donc, pouvoir accélérer le recrutement, accélérer la mise sur le marché de nouveaux traitements. Et est-ce que c'est suffisant de manière statistique pour pouvoir dire ok, ce traitement il a été testé sur 40 patients, on l'a augmenté avec 20 patients synthétiques. Est-ce que ça, on peut dire que c'est une méthodologie acceptable pour mettre en place et mettre en commercialisation un nouveau traitement? Donc ça, c'est un point de vue éthique qui doit être aussi regardé. Le cas d'usage, du coup, c'est le cas d'usage sur... Alors ça, c'est sur le cancer du sein. Donc sur ce cancer du sein, on a un modèle de classification qui existait déjà. Et ce modèle de classification, du coup, on a cherché à comprendre si l'intégration de données synthétiques à l'intérieur pouvait améliorer les performances. Et ce qu'on a vu, du coup, en augmentant la cohorte donc initiale de 569 patients, on a augmenté la cohorte de 1000 patients. Et donc, le résultat, pour aller assez vite, pour pouvoir vous laisser plus le temps des questions, pour comprendre un peu ce qui vous intéresse ou pas dans cette techno, mais ce qu'on a pu voir, c'est que ça a augmenté de 5,2% les performances du modèle de classification. Donc c'est une augmentation qui est assez importante quand on se trouve dans des seuils aux alentours de 90%, enfin 90, 92 de sensibilité spécificité. Et en fait, dans ces seuils-là, c'est très compliqué d'aller chercher le petit pourcentage supplémentaire. Et en fait, la génération de données synthétiques, elle permet d'améliorer et d'optimiser justement quand on se trouve dans ce seuil-là où on est un peu bloqué. Ici, c'est sur le cas du coup de la détection de la maladie d'Alzheimer. Donc là, on a fait les mêmes techniques d'augmentation et de génération. On les a comparées avec les anciennes, je vous en parlais tout à l'heure, les anciennes techniques d'augmentation de données, pour voir un petit peu quelle était la différence entre les données synthétiques et ces techniques d'augmentation. Et là, on voit, c'est en bas à droite, que le modèle, il fonctionne sans augmentation avec une performance de 63%. Si on utilise des techniques d'augmentation traditionnelles, on est à 63,45%, ce qui est très léger en fait comme augmentation. Et en même temps, c'est pas surprenant parce que c'est des techniques de swap, c'est des techniques très légères. Par contre, avec la génération de données synthétiques, là on passe à 83%. Donc il y a un vrai intérêt à le mettre en place quand on travaille sur des projets d'intelligence artificielle. Et ça, c'est ce que ça donne du coup, du point de vue visuel. Donc là, sur le
Alors sur la partie haute, c'est toutes les techniques d'augmentation qui existaient déjà. Donc le flip, la rotation, translation, l'étirement. Ça, c'est toutes les techniques qui existaient déjà et qui permettaient d'aller chercher quelques pourcentages supplémentaires. Et juste en dessous, c'est des images synthétiques, donc d'IRM du cerveau, qui sont donc créées par les modèles. À savoir que Alia Santé est aujourd'hui mondialement, se démarque mondialement. Pourquoi ? En fait, c'est grâce à notre ADN recherche. Dès qu'on a commencé à concevoir que c'était une solution qui permettait de libérer les données en santé et ça nous permettait de mettre en place des projets d'intelligence artificielle, on s'est dit, ok, on va faire l'état de l'art de l'existant mondial au niveau de la recherche et on va comprendre comment on va se diversifier et comment on va trouver de nouveaux avantages compétitifs. Et donc on a lancé 2 ans de travaux de R&D qui ont été financés par l'Union européenne. Et ces 2 ans de R&D nous ont permis de concevoir des modèles qui peuvent générer de la donnée sur les données tabulaires. Alors ça, vous le retrouvez partout au monde. Donc données tabulaires, c'est les Excel, les CSV. Ce qui est unique chez Alia Santé, c'est qu'on sait le faire aussi sur les images. Et ça, vous ne trouverez pas personne, en fait, au monde qui arrive à le faire. Et on est allé encore plus loin, parce qu'on s'est dit, mais quelle typologie de données on retrouve en santé ? Du coup, on a intégré la partie données omiques, donc tout ce qui est génomique, toutes les données autour de l'ADN. Et on est en train de travailler sur le son, l'audio. Et on a aussi, du coup, des modèles qui permettent de générer des time series, des séries temporelles. Donc en gros, on essaye de convenir à l'ensemble des données qu'on retrouve en santé pour pouvoir en fait faire ce mélange entre de la donnée d'image et de la donnée clinique. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que la recherche est arrivée à un tel niveau que maintenant, pour pouvoir faire des nouvelles découvertes, il faut croiser les données. Je vais plutôt passer aux questions. Je pense que ça sera plus intéressant que ça soit dynamique. Donc pour conclure juste en 1 minute, l'avantage des données synthétiques, c'est qu'elles permettent d'accélérer drastiquement un projet d'intelligence artificielle. En termes de temps passé sur un projet, nous on est sur 80% du temps sur du pré-processing de données, 20% du temps sur du travail sur l'architecture du modèle. Donc les 80%, ce qu'on a tenté de faire, c'est de les compresser et de les automatiser pour accélérer la production d'un modèle. Et ça, on a réussi. Ensuite, la donnée synthétique, ça permet d'augmenter les données disponibles. Ça permet d'anonymiser des bases de données et donc d'accélérer la recherche en santé. Merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que vous avez des questions. Bonsoir, merci pour votre présentation. Par rapport à votre concept, je me posais la question comment vous assurez que les nouvelles données ne vont pas perturber statistiquement en fait, le résultat, puisque c'est des données synthétiques et créées. Donc je me posais la question, par exemple dans l'exemple que vous avez donné sur les 60 patients, s'il y en a 20 qui sont générés, est-ce que ça ne va pas fausser le résultat dans le sens où, vu que ce n'est pas réel, potentiellement on va aller vers la mauvaise direction. Donc je me posais la question comment vous faites pour générer des nouvelles données qui sont pertinentes et qui permettent justement d'obtenir un bon résultat. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, je préfère les questions parce que souvent j'oublie de dire des choses hyper importantes. Et ce que tu viens de mentionner, c'est très important. C'est comment on génère une donnée qui est virtuelle synthétique, mais qu'on s'assure qu'elle est représentative de la donnée réelle et qu'elle est utilisable à des fins de recherche. C'est une excellente question. Et cette question-là, on se l'est posée au tout début parce qu'en fait, si on commence nos travaux de recherche en générant des données mais qu'on n'est pas capable de revoir la qualité, en fait, on n'est pas capable de savoir quelle est la performance du travail qu'on est en train de mettre en place. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu des rapports de génération, des rapports de qualité. Ces rapports, en fait, quand vous passez par la plateforme SaaS, par exemple, vous déposez vos données, ça fait la génération et en fait, vous recevez le rapport. Ce rapport contient l'ensemble des informations statistiques qui vous permettent de mesurer la fiabilité, donc la représentativité entre la donnée réelle et la donnée synthétique, mais aussi la confidentialité. Est-ce que le nouveau point qui est créé n'est pas trop près d'un patient déjà existant? Parce que c'est ce qui fait que la technologie de génération de données synthétique est unique pour l'anonymisation, c'est qu'on ne peut pas remonter à une information. Et ça, c'est redoutable pour l'anonymisation.
Et enfin, la dernière partie de ce rapport, c'est un rapport de valorisation des données. C'est en fait, on va vous indiquer si dans l'objectif que vous souhaitez mettre en place, donc augmenter un modèle, accélérer son entraînement, partager une base de données, est-ce que c'est fiable ou non? Et on donne des indicateurs. Donc pour nous, à partir de 80% de performance, de résultats, 80% sur ce rapport de qualité, c'est totalement fiable et c'est totalement représentatif de la base de données réelle. À savoir que ce qui est sous-jacent dans ta question, c'est est-ce que quand on fait de la génération de données synthétiques, on peut créer de nouvelles informations qui vont biaiser totalement la représentativité de cette base de données réelle. Ça, ce n'est pas possible. En fait, ce n'est pas possible parce que le modèle, ce qu'il fait, c'est qu'il comprend statistiquement l'ensemble de la base de données réelle et il reproduit la même chose. Et on va augmenter du coup le nombre de données pour augmenter ces informations-là. Mais au cours du processus, aucune nouvelle information statistique n'est produite. On produit de la donnée, mais on ne produit pas de l'information. Merci pour ta question. Bonsoir, merci pour votre présentation. Je suis déjà venu à la première conférence GenAI qui se situait à l'ancienne fac de médecine. J'ai pas eu le temps de vous poser la question la dernière fois, du coup je vous la pose maintenant. Je voulais savoir tout simplement comment vous faites du coup l'augmentation des données. Est-ce que vous créez des vecteurs d'importance par rapport aux différents cas d'usage que vous allez avoir, ou vous lancez carrément, vous laissez la base de données agir et vous prenez carrément directement les informations qu'elle va vous générer, ou vous avez des vecteurs d'importance? Merci. Merci pour cette question et donc ravi de se recroiser. N'hésitez pas si vous voulez m'ajouter sur LinkedIn pour me poser des questions, ne pas attendre quelques mois après avant de les poser. N'hésitez surtout pas, j'essaye d'être suffisamment disponible. Donc ta question est très intéressante. En fait, elle concerne la méthodologie qu'on a mis en place pour pouvoir faire de la génération. Donc tu as une intuition qui est assez intéressante, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on fait en mettant en place ces vecteurs. Ce qu'on met en place, nous, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en fonction de la base de données, il y a des modèles qui fonctionnent mieux que d'autres. C'est-à-dire que nous, quand on a lancé nos travaux de recherche, on a regardé l'état de l'art. Il y avait déjà des modèles déjà existants. Ces modèles, ce sont des VAE, ce sont des GAN, ce sont des VAE GAN, ce sont des modèles de diffusion, etc. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'état de l'art et ensuite, on a retravaillé les architectures pour qu'elles fitent mieux avec les bases de données qu'on allait en fait utiliser. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand le client il arrive, il envoie la base de données, on fait des travaux préliminaires sur cette base de données. Parce qu'en fait, on est quand même sur un marché où le niveau de maturité sur la gestion des bases de données n'est pas forcément hyper élevé. Donc on travaille en amont la base de données pour s'assurer qu'elle est représentative et qu'elle est statistiquement intéressante. Ensuite, on l'envoie à l'entraînement à plusieurs modèles. En fait, on va présélectionner 3-4 modèles. Et on laisse tourner ces modèles. Et de là, on va aller sélectionner le modèle qui a les meilleures performances de génération, grâce à notre rapport de qualité. Et donc de là, on sélectionne le modèle le plus performant. Il nous donne le rapport de qualité. Et ce que j'ai oublié de préciser, du coup, c'est qu'on fait une validation humaine. Comme on est en santé, on doit valider humainement la base de données qui est utilisée pour l'entraînement des modèles. Et donc on a une validation humaine qui est réalisée avec des professionnels de santé qui vont revoir la base de données. Merci pour ta question. Du coup, j'aurais une question par rapport à la première question qui a été posée. Si jamais on a une base de données qui est déséquilibrée, fortement déséquilibrée, est-ce que les données qui seront générées seront elles aussi déséquilibrées ou c'est intéressant. Donc du coup, oui, si tu lances cette base de données, tu l'envoies au modèle, tu vas créer quelque chose qui est déséquilibré. Parce qu'encore une fois, en fait, on reproduit la même chose. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient en amont pour augmenter justement la distribution des populations. Donc en fait, on va rééquilibrer ta base de données en amont parce qu'on l'aura vite détecté. Tout ça, c'est du pré-processing de données. Ça aussi, il faut savoir que du coup, je ne sais plus exactement, je crois que ça fait 6-7 ans que je m'occupe de concevoir du coup des modèles d'intelligence artificielle. Et donc en fait, on a automatisé toutes les petites choses qui nous prennent du temps quand on fait tout ce travail de pré-processing. Donc aujourd'hui, l'ambition pour Alia Santé, c'est de
poussé une plateforme aux professionnels de santé en no-code qui permet de concevoir des modèles d'intelligence artificielle de manière très rapide. Et donc du coup, en ayant cette réflexion produit, tout ce qui est fait par nos data scientists est automatisé au maximum. Comme ça, on accélère drastiquement la production d'un nouveau modèle. Merci pour ta question. Merci également pour la présentation. Vous avez laissé entendre, je crois, qu'il y a des moyens qui existent pour savoir si une base de données est représentative. Moi, je me demande, par exemple, sur un cas où on aurait 60 images IRM de personnes européennes, comment est-ce qu'on pourrait savoir que la base de données elle est représentative de toute la population européenne, par exemple, sans connaître l'ensemble entier? Je ne sais pas si la question est claire. Si la question est claire, mais c'est l'exemple que tu prends, du coup, si on travaille sur une base de données européenne, en fait ça arrive rarement, c'est pour ça que ça m'a un peu surpris. C'est parce qu'on essaye toujours d'avoir une représentativité culturelle et ethnique. Et donc du coup, en fait, alors, ta question c'est comment on fait pour s'assurer que la base de données elle est représentative. Donc du coup, pour te répondre simplement, on demande aux experts en fait. Donc en fait, Alia Santé, c'est aussi un réseau de professionnels de santé qui ont l'habitude d'être confrontés à ce type de base de données parce qu'ils ont l'habitude de mener des projets de recherche dessus. Et en fait, le plus souvent, on les fait intervenir et on leur demande de juger, si je puis dire, la base de données pour venir détecter des informations qui ne seraient pas présentes, des informations qui sont surreprésentées. Et en fait, là où je parlais d'automatisation, c'est d'une part sur l'automatisation statistique pour que les informations les plus importantes remontent très rapidement au professionnel de santé, parce que le professionnel de santé, il a très peu de temps. Donc il faut lui apporter l'information rapidement et de manière assez claire pour pouvoir l'aider en fait à lui-même vérifier la représentativité de la base de données. Et ensuite, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on leur donne de la visibilité sur comment rééquilibrer ou comment améliorer cette représentativité. Salut. J'espère que tu n'as pas déjà répondu parce que j'ai dû m'absenter 5 minutes, mais je me demandais du coup, est-ce qu'il y a une réglementation du coup, autour de tout ça, plus particulièrement sur le pourcentage de données synthétiques qu'on a le droit d'avoir sur une base de données. Donc tu parlais tout à l'heure de 80 patients, je crois, ou 60 patients et tu en avais 40, tu as pu en générer 20. Est-ce qu'il y a un pourcentage comme ça toléré du coup, pour de la donnée synthétique? C'est une très bonne question parce que c'est ce qui aujourd'hui nous freine un peu commercialement, c'est qu'il n'y a pas encore eu de prise de position officielle des instances réglementaires. Nous on est en santé, donc en fait on est complètement bloqué. On ne peut pas commercialiser un modèle qui a été entraîné sur des données synthétiques, on ne peut pas lancer les études cliniques avec des données synthétiques. Pour l'instant, ce que je vous ai mentionné, ça fait plus partie d'un travail de recherche que d'un travail qui est déjà utilisé. Par contre, c'est déjà utilisé par beaucoup de sociétés qui font de l'intelligence artificielle et qui veulent voir en fait les seuils d'amélioration du modèle. Du coup, pour répondre à ta question, aujourd'hui, ces instances réglementaires, elles s'intéressent à cette techno, justement parce que ça permet de libérer les bases de données et d'accélérer drastiquement la recherche. Donc elles y voient l'intérêt, elles le perçoivent, ça c'est clair et net. Maintenant, elles manquent de recul sur comment on peut réglementer cette technologie. Et en fait, c'est ce que nous, on amène, c'est des travaux de recherche qui permettent de comprendre les limites de la techno. On parlait tout à l'heure de rééquilibrer les populations. En fait, si on a une population qui est inférieure à 10 personnes, on ne peut pas faire de la génération de données synthétiques parce qu'il y a des seuils minimales en fait, de données qui nous permettent de faire cette génération. Et donc du coup, pour l'instant, je sais que tu attends d'avoir des chiffres. On peut générer sur une base de données 50-60% de nouvelles données pour entraîner un modèle, etc. J'ai pas de chiffres exacts, j'ai du recul scientifique, mais qui pour l'instant n'est pas encore publié, donc je ne peux pas forcément tout dire. Et c'est ce recul-là qui va permettre aux autorités réglementaires de comprendre comment on peut légiférer sur cette nouvelle technologie. À savoir que, pardon, désolé, je suis un peu lourd, à savoir qu'aux États-Unis, la FDA a accepté 2 études cliniques avec des données synthétiques. Et un petit chiffre marché pour que vous compreniez le potentiel de la génération de données synthétiques, c'est Gartner qui a publié ça. C'est que aujourd'hui, les données synthétiques, c'est à peu près 5% des données qui sont utilisées dans le cadre d'entraînement des modèles. À l'horizon 2030, c'est 60% des données qui seront des données synthétiques qui seront utilisées dans l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle. Merci pour votre attention.